Greetings and welcome to this webinar on remembering past massacres in the Pacific, honoring the legacy and resilience of victims. My name is Segma Asfaw, and I'm staff of the Commission of the Churches on International Affairs of the World Council of Churches. Our commission is marking this year its 75th anniversary, and with that in mind, we have been organizing a series of regional webinars on racial justice, specifically webinars during which we try to remember some of the past massacres and other similar tragedies that took place regionally during colonial times and or during occupation. These webinars are, we hope, a sacred space during which we lament, we honor, and also we pray. Our hope is to emulate some conversation around remembrance, around healing of memories, around reconciliation, and if possible also around reparations. Today's webinar will have interpretation in English and French. You are able to follow the conversation if you click on the little icon at the bottom of the toolbar of your Zoom page. The webinar today will be moderated by my colleague, Reverend Dr. Sephoroza Carroll. She's a Rotuman Australian and a minister of the Uniting Church in Australia, currently serving as the program executive for Mission, specifically missions from the margins and the Ecumenical Indigenous People Network. Her co-facilitator will be my colleague, Reverend Dr. Mikey Roberts. He is the program executive for Spiritual Life and Faith and Order at the WCC. In this capacity, he coordinates the daily prayers at the Ecumenical Center and also gives leadership to the musical and spiritual life initiatives of our organization. He is from Antigua, and he was ordained as a pastor within the Moravian Church, Eastern West Indies Province. Without further delay, Steph and Mikey, I invite you both to guide us in this conversation. Sans autre préambule, Steph et Mikey, je vous laisse guider nos conversations. Bienvenue, bonjour, merci Segma et donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde. Comme l'a dit Segma, nous allons poursuivre notre série de webinaires sur le souvenir de massacres passés, honorer l'héritage et la résilience des victimes. Cet événement aujourd'hui est une conversation ou, comme nous aimons le dire dans le Pacifique, un talanor. Nous ferons un exercice de mémoire, nous nous rappellerons de tous ceux qui ont perdu la vie dans le Pacifique au cours de ces atrocités. Certaines des histoires que vous allez entendre aujourd'hui sont véridiques, sont encore vivantes, d'autres sont tombées dans l'oubli et certaines, nous n'en avons pas encore connaissance. Nous partagerons certaines expériences, tout particulièrement des locaux, des Mélanésiens, entre autres, et nous terminerons ce webinaire sur une note positive en honorant le travail réalisé par certaines églises dans la guérison des blessures passées et pour édifier une société plus juste. C'est notre devoir et nous allons continuer à apprendre du passé afin de ne pas répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Donc, commençons notre voyage ensemble aujourd'hui avec nos 4 magnifiques panélistes du Pacifique qui vont être présentés par Mikey. Merci beaucoup, merci Seth. Bonjour,
Bonjour à vous tous ou bonsoir, où que vous soyez dans ce webinaire. Bienvenue. Seth, j'aurais dû écrire les mots que vous avez prononcés concernant le Pacifique, mais nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui et que vous puissiez partager cette conversation si importante. Pour nous aider à guider cette conversation, ce Talanor dans la langue pacifique, nous vous souhaitons donc la bienvenue à ce Talanor et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et certains d'entre vous pourront ajouter à la richesse de cette conversation. Nous avons James Bhagwan, secrétaire général de la Conférence pacifique des Églises. C'est un ministre ordonné de l'Église méthodiste de Fidji. Il est également diplômé du Collège théologique pacifique et de l'Université théologique méthodiste. Révérend James, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et c'est avec plaisir que nous vous écouterons échanger avec nous. Nous avons également Madame Danity Locon, qui est co-créatrice de l'MIS A4 Pacifique du mouvement, donc à l'université USP de Pacifique Sud et qui appartient également à l'association des étudiants des îles Marshall. Elle a organisé des marches en solidarité des victimes des essais nucléaires et des survivants donc des églises Marshall et dans tout le Pacifique. Ce matin, nous allons également écouter le révérend Billy Wetewea de la 5e génération de pasteurs de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et émergent théologien kanaki. Sa formation théologique s'est déroulée au CFPT, au Centre de formation pastorale théologique de Béthania, et au Collège théologique pacifique de Kiji. Il travaille actuellement en tant que professeur et il travaille également dans le mouvement de la jeunesse de l'Église. Nous avons ensuite aussi avec nous Taitulagi Tuyoti. J'espère avoir bien prononcé son nom, mais je suis sûre qu'elle me pardonnera si ce n'est pas le cas. Elle est avocate de l'Église méthodiste de Samoa et représente le Conseil des Églises du Pacifique et le Conseil œcuménique des jeunes. Nous sommes donc très heureux d'avoir avec nous tous ces panélistes aujourd'hui qui échangeront avec nous. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas juste un panel, une table ronde. Ils vont véritablement échanger leurs idées avec nous dans ce Talanor, dans cette conversation d'aujourd'hui. Bienvenue à tous les panélistes. Merci Mikey. Chacun de nos panélistes nous fera part d'une expérience particulière aujourd'hui, une expérience de leur communauté concernant un événement ou un massacre. Mais avant d'aller dans le Pacifique, d'aller dans chacun de ces pays dont ils vont nous parler, j'aimerais inviter le révérend James Badois à nous donner une perspective régionale du Pacifique, car tous les événements, tous les incidents ont en fait eu lieu avec en toile de fond le colonialisme. Donc, pouvez-vous nous brosser un tableau général de la région? Merci, Sephorosa. Et merci à Mikey et à Sekma également de me donner cette opportunité. L'inclusion du Pacifique dans les thèmes de ce webinaire et les histoires que nous allons raconter dans notre souvenir des massacres passés est excellent. Je vous apporte les salutations de nos églises. Notre région est considérée comme étant petite en raison de la taille de la population et elle est considérée comme toutes petites îles perdues dans l'océan. Étant donné la taille de notre population, nos histoires sont parfois oubliées ou ne sont pas considérées en termes de nombre. Et
tout cela en toile de fond l'histoire du colonialisme. Notre histoire a commencé il y a des milliers et des milliers d'années. Les habitants du Pacifique, et j'inclus l'Australie à l'ouest du Pacifique, bien que dans le WCC, l'Australie soit en Asie. Mais l'Australie se trouve donc à l'ouest de l'océan Pacifique et les premiers peuples de l'Australie sont venus dans les îles. Nous avons la Papouasie-Nouvelle-Guinée un peu plus loin et ces migrations sont des migrations préhistoriques en quelque sorte. D'un autre point de vue, de la perspective du Pacifique, des milliers d'années avant l'avènement du Christ, nos ancêtres, Tatulangi, Daniti, et Beli et autres, ont navigué dans les grands océans et dans des vaisseaux que nous appelons canoës maintenant. Ça, c'est une autre connotation. Canoë, quelque chose de simple, Mais ces vaisseaux énormes qui naviguaient sur l'océan à grande vitesse remontent à bien avant que le Nord et l'Ouest aient envoyé leurs explorateurs explorer le Pacifique. Ils utilisaient la science autochtone, la science de la navigation, bien avant que l'on ne connaisse la latitude, la longitude et que les colonisateurs arrivent dans notre région. La colonisation dans de nombreuses parties du monde et de la région a couvert toutes nos terres. C'était basé sur l'idée de terre vide, de terre déserte pour justifier la colonisation. Et cette même attitude a été attribuée à un grand nombre de frères et de sœurs de notre région de l'Afrique, à savoir que les îles du Pacifique n'étaient pas peuplées par des humains pour justifier la conquête du Pacifique. Et les êtres humains ne jouaient pas de rôle dans l'idée de la colonisation dans notre région. Tout d'abord, la raison était d'aller chercher des épices, des fruits, et ensuite on est passé au travail forcé. Et donc, nous voyons là l'héritage de la colonisation, la nature de l'extraction des êtres humains. Et le commerce du travail forcé, les personnes des pays que nous connaissons maintenant comme les îles Salomon et ont été pris comme esclaves, ont été enlevés à leur communauté pour être envoyés dans des États comme le Queensland en Australie pour travailler dans les champs. Et ceci après l'abolition de l'esclavage, le commerce des esclaves des États-Unis s'est déplacé des États-Unis, de l'Afrique au Pacifique. Ce type d'oppression des personnes, cette perspective qui fait qu'on utilise les personnes, on les enlève, on les arrache à leur communauté, eh bien, ceci s'est passé de l'Inde aux Fidji, aux Fidji, à Samoa, et cela continue maintenant aujourd'hui avec le travail saisonnier et avec des programmes de travail. Les gens des Pacifiques sont enlevés à leur communauté, ils quittent leur communauté pour aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis pour travailler. Moi, je suis maintenant en Allemagne, à Hambourg.
ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de travailleurs de nos régions qui ont été obligés de rester ici parce qu'ils ne pouvaient pas retourner chez eux à cause de la pandémie. En Polynésie également, il y a beaucoup de travailleurs de différentes régions de la Polynésie qui sont allés en Amérique, au Pérou pour travailler. Et on voit donc cette extraction de travailleurs qui se produit encore aujourd'hui. Dans un sens purement technique, il ne s'agit pas de massacre maintenant, mais il y a un grand nombre de désastres, de catastrophes traumatisantes qui a été imposé à ces personnes. Et donc, on le voit encore maintenant sur la scène géopolitique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des guerres du Pacifique, les bombes atomiques nucléaires qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki, eh bien, elles étaient basées dans la région nord du Pacifique. Tous ces avions qui envoyaient des radiations sont revenus dans le Pacifique. Et nous avons eu des tests, des essais nucléaires dans nos régions qui ont terminé aussi tard que 1955 et 56 dans la Polynésie française. Donc, nous continuons à voir des essais nucléaires, à voir des avions qui survolent nos régions, la militarisation, la Deuxième Guerre mondiale, que l'on appelle comme ça, entre la Chine et les pays occidentaux, dans la région Indo-Pacifique. Je suis très heureux de voir que nos panélistes aujourd'hui, nos intervenants partageront nos histoires avec nous et que ce sont des personnes jeunes parce qu'on voit que cela perpétue l'héritage de la colonisation de la France au Canada, par exemple, dans d'autres régions, colonisation des États-Unis, et pour nos frères et sœurs de la Papouasie occidentale. Donc, merci d'ores et déjà de nous donner un aperçu de ce qui s'est passé. Merci à nos jeunes frères et sœurs qui vont partager leur expérience aujourd'hui. Merci beaucoup, James. Merci d'avoir décrit le contexte de cette région aujourd'hui et de montrer que le colonialisme a différentes manifestations, différents impacts qui sont encore en cours dans le Pacifique aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à l'île de Samor et inviter Tatulagi à nous parler de son expérience. Salutations de Samoa. C'est un privilège et un honneur de prendre la parole dans ce webinaire avec les autres invités pour vous faire part de la voix des jeunes générations dans le souvenir des massacres passés du Pacifique. L'objectif de ma contribution aujourd'hui sera de vous parler du mouvement Maui à Samoa et des événements du 28 décembre 1929 que l'on connaît maintenant dans l'histoire comme le Samedi noir. Le mouvement Mau est le nom qui a été donné au mouvement populaire non violent œuvrant pour l'indépendance de Samoa pendant les temps du colonialisme. Mao signifie opinion ou témoignage et ma traduction de ce terme signifiait énormément pour nos ancêtres. Dans mon intervention, je l'interprète comme signifiant être fort, persévérer, endurer les difficultés et
Quelle était la cause? La cause était la liberté pour que Samoa devienne indépendante. Le mouvement Maoa comprenait des Matai, des chefs qui utilisaient une forme traditionnelle d'organisation et qui s'opposaient à l'administration de la Nouvelle-Zélande qui gouvernait Samoa à l'époque. Des noms associés avec le mouvement Mao comprenaient des noms d'origine. Donc, quelle est la signification du mouvement Mao par rapport au Samedi noir? L'administration de la Nouvelle-Zélande a commencé à sentir l'impact du mouvement Mao et ils ont commencé à douter de leur capacité à diriger le peuple. Le 28 décembre 1929, le pire incident a eu lieu que l'on appelle aujourd'hui le Samedi noir. Ce jour-là, des personnes ont été tuées au cours de démonstrations pacifiques qui consistait à accueillir un leader Mao qui revenait chez lui. Après cet événement, le leader du mouvement Mao a été tué et il a fait cette déclaration au peuple de Samoa, et je cite, « Mon sang a été répandu pour Samoa et je suis fier de l'avoir donné. Ne rêvez pas à une revanche. Il faut la paix. Si je meurs, la paix doit être maintenue à tout prix. Si je meurs, la paix doit être maintenue à tout prix. » Ces termes ont été traduits en samoan et sont inscrits sur sa tombe encore aujourd'hui. Le mouvement Mao signifie des efforts qui résultent dans l'indépendance politique du peuple de Samoa. Et par conséquent, pour le webinaire d'aujourd'hui et notre conversation, nous nous rappelons de ce jour-là et des efforts de mes grâce au mouvement Mao, qui est devenu un exemple avec le samedi noir et qui a montré le courage, la bravoure, le leadership et l'amour de Samoa, de la culture de Samoa et de notre mode de vie. Et encore plus important, ce sont des personnes au passé et au présent et pour les générations futures également. Et je serai heureux de partager davantage d'expériences personnelles un peu plus tard. Merci Tai, très bien. Merci pour ce talano. Et personnellement, j'ai entendu parler de ce mouvement il y a deux ou trois semaines parce que je n'avais pas appris cela à l'école dans les cours d'histoire, parce que dans nos cours d'histoire, on ne parlait que de l'Occident. Donc, merci pour cela. Nous allons maintenant donner la parole, passer au Kanaki. Et nous allons parler des incidents qui se sont passés à Ouvéa, à l'île d'Ouvéa. Billy, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord vous faire part de mon humilité et de mon respect et remercier le Père James de m'avoir invité à participer à ce magnifique Talanor. Mon humilité et mon respect pour les personnes des terres sur lesquelles nous sommes et aussi pour respect pour tous ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Merci pour cet espace que je peux partager avec vous. On m'a demandé de parler du massacre de l'île Ouvéa et j'ai préparé cette courte présentation dans l'esprit de David contre Goliath. Je vais vous parler de mon point de vue personnel en tant que
homme, jeune ministre, jeune pasteur dans cette île dont nous allons parler et dans cette tribu où a eu lieu ce massacre. Ouvéa, c'est l'île la plus proche du paradis. C'est comme cela qu'on en fait la publicité dans le tourisme. Cette île est une très belle île. En fait, elle possède tous les attributs d'une belle carte postale de grandes plages de sable, des lagunes d'eau claire et des gens accueillants. Mais derrière cette belle scène, s'est écrite l'histoire la plus sanglante dans l'histoire de mon peuple, le peuple de l'île d'Ouvéa, une histoire d'insubordination, de résistance, d'espoir de justice et de liberté, une histoire qui a été écrite avec le sang de 19 frères et sœurs de Ouvéa, mes frères, mes neveux, ma famille, des hommes qui ont été décrits comme étant des héroïstes, comme étant un groupe de sauvages par les Français. En 1918, se préparait l'élection présidentielle en France entre François Mitterrand et son premier ministre, Jacques Chirac. Ici, dans le pays, nous étions sur les bords d'une guerre civile entre deux grands blocs, les indépendantistes menés par les Kanaks et les pro-français qui étaient les descendants des colonisateurs. Il y avait le Front national de libération qui était là pour boycotter les élections. Et le 22 avril, un groupe d'hommes de l'île ont tenté d'occuper de façon pacifique la gendarmerie de l'île. Cette occupation ne s'est pas bien passée et tout est devenu incontrôlé tout à coup. 27 hommes ont été pris en otage et cachés dans une cave. Très vite, la direction de l'État français s'est apprêtée à venir. Un état de guerre a été déclaré et un groupe d'hommes considérés comme des terroristes et des sauvages et donc les Français ont envoyé leur armée pour résoudre un problème sur un territoire français. Nous sommes désolés, le son est interrompu. Et cette petite île d'Ouvéa s'est mise à résister à une grande nation et ce n'était pas acceptable. Donc, il y a eu 4 journées de torture de mon peuple, de ma tribu, des plus jeunes aux plus âgés. Et en dépit du processus de négociation qui avait été entamé et d'une tentative de réconciliation, mon peuple s'est organisé et s'est préparé à libérer les otages lorsque le président François Mitterrand a donné l'ordre de prendre la cave d'assaut, ce qui a mené à la mort de ces 19 hommes. Cet événement est pour moi l'expression de la stupidité et du manque d'intégrité d'un État qui devait défendre les droits humains, la liberté, l'égalité et la fraternité. Non, merci, pas pour moi. L'année suivante, le 15 mai 1989, des personnes ont été tuées le même jour, Jean-Marie Thibault et Winnie. Et c'est une véritable tragédie dont mon peuple a souffert.
mais l'un qui a commencé le 24 septembre en 1953, lorsque la France a pris possession de mon île. Ça a été un long chemin vers la justice, la liberté, l'indépendance. Mais c'est un cheminement entaché de sang tout le long. La liberté de notre peuple a dû passer par là. Merci beaucoup à nouveau de m'avoir donné la parole. Merci. Merci beaucoup, Billy, pour ce récit. Et nous savons que c'est un cheminement qui est toujours à l'œuvre vers cette liberté. Maintenant, nous allons passer aux îles Marshall, un autre type de massacre, et à savoir les essais nucléaires. Donc, je demande à Danity Laukon de nous présenter ce sujet. Avant toute chose, je m'excuse, je dois éteindre ma caméra car ma connexion n'est pas suffisamment bonne. Merci infiniment. Yahweh, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir organisé ce type de série d'événements très, très importants. Je suis ravie d'en faire partie et de partager cette matinée avec les autres experts tout aussi intéressants. À nouveau, bonjour, je viens des îles Marshall. Je suis née dans la capitale de l'île principale des îles Marshall. Je vous parle de Suvao, dans les îles Fidji. Aujourd'hui, j'aimerais brièvement vous parler des essais nucléaires dans les îles Marshall et des dégâts causés à la population, mais également à l'environnement. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que les îles Marshall sont avant tout notre foyer, là où nous vivons notre appartement. Nous sommes très attachés et nous sommes très fiers de représenter notre culture, notre patrimoine nous vient de nos ancêtres. Et nous avons vécu pendant des centaines et des centaines d'années et nous avons une vision du monde dont nous avons les connaissances des éléments du ciel, de la terre et de l'eau et c'est un espace vraiment sacré pour nous. Donc c'est très dur de parler des îles Marshall, mon foyer, parce que ça charrie toute cette question du colonialisme et comment les États-Unis ont colonisé les îles. Entre 1946 et 1958, les États-Unis ont procédé à leur 67e essai nucléaire dans nos eaux et l'objectif était finalement de détruire nos moyens de subsistance. Dans les atolls Bikini et Enewetak, et nous avons 28 atolls au total dans les îles Marshall, je le rappelle. Et les États-Unis ont forcé les personnes des îles Bikini à se déplacer vers notre île, à forcer d'y résider. Il y avait très peu d'eau, très peu de nourriture. Et il y a eu d'autres déplacements dans les autres atolls. Près des îles Bikini, il y avait Bronowat également. Et il y a eu donc ces bombes nucléaires, des bombes hydrogène en 1954. Et il y a eu des retombées, non pas uniquement sur la zone de test comme prévu, mais sur toutes les îles Marshall de ce champignon nucléaire. Et il y a eu vraiment une très grande peur, crainte, et il y a eu une catastrophe après cette bombe qui a explosé. Personne ne savait ce qui se passait. Avant même de comprendre, l'île avait déjà évaporé, on va dire détruit complètement l'île.
La peau de bon nombre d'enfants était brûlée et ils jouaient tout simplement près de ce site. Il y a eu des pollutions dans l'eau, dans l'alimentation. Beaucoup de personnes sont tombées malades. Et les responsables des communautés, des hommes et des femmes, se sont sentis complètement dépourvus ce jour-là. Ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas se protéger ni protéger leur famille. Et pour l'autre atoll avoisinant, ce n'est que 3 jours après que les États-Unis les ont prévenus. Et j'ai eu le privilège de parler avec certaines des victimes et des survivants, et notamment une femme qui m'a confié que replonger dans ce passé lui a fait dire qu'il y a eu des personnes qui ont été déplacées sur d'autres îles. Et puis, elles les ont fait se dénuder, ont jeté de l'eau pour les laver. Et cela faisait partie du projet des États-Unis, à savoir étudier l'impact des radiations nucléaires sur l'être humain. Et après, ces personnes sont retournées sur leur île. Et puis, ils ont bu et puis mangé les aliments qu'ils trouvaient sur l'île. Et c'est ainsi qu'il y a eu des maladies absurdes, inconnues, qui ont commencé à apparaître, des femmes qui accouchaient d'enfants mal formés. Et les États-Unis savaient ce qu'ils faisaient et ils n'ont pas informé la population et n'ont pas donné de soins immédiats à la population touchée. Ils les ont juste lavés. Et puis, ils les ont vus tomber malades et étudier un peu les conséquences. Et puis, ils ont classé toutes ces informations de manière un peu scientifique. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je veux juste m'arrêter là en disant que les essais nucléaires sont quelque chose qui fait partie de notre histoire. Nous devons l'affronter. Mais nous voulons surtout sensibiliser le plus grand nombre à ce qui s'est passé, puisque les conséquences sur la population, sur l'environnement sont là. Ce n'est pas un massacre en tant que tel, mais il y a eu beaucoup de mal qui a été fait à la population et c'est quelque chose qui nous hante toujours et les gens meurent toujours de cela. Omotada, merci beaucoup d'avoir écouté mon récit. Merci, Danity, pour votre récit et de nous rappeler un peu cet héritage qui se poursuit des essais nucléaires sur la population, les communautés pour les îles Marshall. Vous avez aussi à affronter les conséquences des changements climatiques en sus de cela. Donc, j'aimerais faire une pause car nous avons entendu des récits très émouvants des différents contextes dans la région Pacifique et j'aimerais maintenant prendre le temps d'observer tout le caractère sacré de ces récits, les honorer les vies des personnes, des victimes de ces atrocités. Et je veux aussi rendre hommage comme cela se doit. Nous aurons donc un interlude musical, bref, un espace sacré. Puis Marquis va ensuite nous dire une prière. Faisons une pause.
compassion, Dieu qui prend soin de nous, plein d'amour. Nous te rendons grâce de nous donner cet instant pour faire une pause. Et même pendant cette période, cette courte période où nous revenons aux tragédies du passé, et alors que nous rappelons, ravivons ces souvenirs, nous vivons dans cet état de deuil, eh bien, malgré tout cela, nous te rendons grâce, car tu as été aux côtés de ton peuple. Tu continues à cheminer aux côtés de ton peuple. Nous te rendons grâce pour le témoignage qui nous est donné par celles et ceux qui ont eu le courage et ont fait preuve de courage face à la terreur. Nous remercions et nous rendons grâce pour ces témoignages. Ils ont eu l'audace de s'élever contre les forces du mal. Nous rendons grâce pour ces personnes qui continuent à partager ces récits et permettant ainsi de partager la mémoire de ces personnes de génération en génération et s'assurer que leur mémoire ne soit pas oubliée. Nous te rendons grâce pour la résilience de ton peuple. Seigneur, nous te rendons grâce pour le fait que malgré le traumatisme, malgré la souffrance, l'espérance est profondément ancrée en Jésus-Christ et nous gardons bien au creux de nous cette promesse de Jésus-Christ, de sa présence permanente à nos côtés et qu'il sera toujours à notre côté dans notre pèlerinage. Nous allons poursuivre cette journée de réflexion et de souvenirs et nous savons que ce faisant, tu es à côté de nous, tu chemines aux côtés de ton peuple, que ta présence soit source de force pour que nous puissions continuer la lutte honorable, positive, et que nous ne soyons pas préoccupés et que nous soyons renforcés pour continuer à le faire, sachant que nous allons un jour voir ce jour où le royaume de Dieu viendra sur terre. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour ta présence éternelle dans tous ces aspects de la vie, ta présence durable dans tous les événements que nous affrontons dans notre vie. Nous te prions, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mikey, nous en sommes à la partie où nous demandons s'il y a des questions de la part des participants. Est-ce que nous avons des mains levées, des personnes qui ont des questions à poser? Je regarde, il n'y a pas de commentaires jusqu'à présent. Je ne vois pas non plus. Alors, je vais faire défiler ce qui a été publié. Dans l'attente d'une éventuelle question, j'aimerais dire, en tant qu'une personne qui ne s'est jamais rendue dans la région du Pacifique et qui a grandi dans les Caraïbes et qui vient d'ailleurs d'une région du monde, comme l'a dit James, qui est toujours perçue comme petite puisqu'on a une petite géographie, quelques petites îles perdues dans, en tout cas, l'Atlantique ou le Pacifique. Et voilà, j'avais une question sur les questions des essais nucléaires. Et revenir sur le récit du Billy, c'était au XXe siècle. Je veux dire, j'étais vivant quand ça s'est passé. Ces présidents français, j'étais là. Et ma question est la suivante. Étant donné que nous sommes confrontés à des atrocités qui sont encore très vivaces dans la mémoire collective, est-ce qu'il y a des tentatives de ces gouvernements de reconnaître le mal qui a été fait? J'imagine que c'est une question pour les essais nucléaires ou
ou aussi le fait de parler avec les survivants. Et je me demandais, lorsque l'on pense au massacre, nous pensons à des événements très anciens, mais là, ce sont des événements très, très récents, contemporains. Et je me demandais si on pouvait pas, voilà, s'il y avait des tentatives pour y remédier directement. Danity, est-ce que vous souhaitez répondre à la question? Et Billy? Mikey. Oui, Danity doit allumer son micro pour qu'on l'entende. Alors, Danity, si je comprends bien la question, ce que vous demandez, c'est est-ce que les États-Unis ont reconnu ce qui a été fait? Oui. Eh bien, je dois vous dire, il n'y a pas eu de reconnaissance officielle et il n'y a pas eu d'excuses formelles formulées par les États-Unis. Et ils sont encore dans cette idée que c'était nécessaire pour mettre fin à la guerre. Les îles Marshall ont essayé de leur demander des comptes, hein, qu'ils puissent assumer leurs responsabilités et qu'ils puissent prêter main forte aux îles Bikini et ailleurs. Et ça n'a pas été le cas. Il n'y a rien eu de leur part. Je ne sais pas si cela répond à votre question. Mikey, oui, tout à fait. Billy? Puis nous avons une question dans le chat qui nous a été posée. Billy, merci pour la question. Ici, je dirais qu'avec le président actuel, Emmanuel Macron, nous avons une position qui est la sienne et je ne sais pas très bien ce qu'il fait. Je me demande que fait-il. Il a eu une déclaration en Algérie. Il a fait cette déclaration disant que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il a dit en Algérie. Après cette déclaration, il est venu ici en 2018. Ils ont restitué la déclaration de possession des pays. Donc, c'est un document écrit de la prise de possession des îles et qui date de 1953 et il nous l'a rendu. Et avant cela, en 2014, ils ont aussi restitué, comment l'appelez-vous? Parlez en français, parlez en français. Le crâne. Le crâne. Continuez en français, Billy. Pas de problème. Donc, ils ont ramené le crâne de l'un de nos chefs de guerre de 1878, pendant la rébellion de l'époque. Mais dans le discours du président, j'ai ce ressenti, ce n'est pas suffisant. Voilà, nous sommes à l'échelle du symbolique, mais qu'en est-il des actes concrets pour la population? Il n'y a pas de reconnaissance vraiment de ce qui s'est produit, surtout concernant ce que je vous ai dit, le récit que je vous ai partagé aujourd'hui. C'est comme Danity. Il n'y a pas de position claire de la part de l'État français concernant ces événements. Il n'y a pas de position claire sur le processus de réconciliation, de guérison avec la population ici.
Merci, Billy. Merci. Et cela nous amène d'ailleurs à James, peut-être. Taïtoulagui, pardon d'avoir écorché votre nom. Alors, James et Taïtoulagui, voilà. Comment les églises sont touchées par ces atrocités passées? Sommes-nous invités à la table des discussions lorsqu'on parle de réconciliation? Comment pouvons-nous nous impliquer avec dans un thème tel que celui-là, et on parle de réparation? Est-ce que nous devrions, en tant qu'Église, exiger réparation? Voilà. Une autre question. Je ne sais pas si vous voulez y répondre ou vous voulez que Dan et Jack, peut-être c'est la même question. Oui, c'est la question de réparation et de justice. Oui, Lingui va peut-être vouloir y répondre et comme Danity l'a dit, parler des excuses, mais les réponses de la Nouvelle-Zélande peut-être. Oui, oui, d'accord. Donc Lingui. Merci, Révérend James. Merci à tous et toutes pour les Samoa et le Samedi Noir. Et la situation partagée par Danity et Billy, je dois dire que les îles Samoa ont reçu une excuse officielle en 2002 fournie par la première ministre néo-zélandaise, Helen Clark, qui était en visite aux îles Samoa. Une excuse au nom de l'administration néo-zélandaise pour ce qui est de mettre un terme à ce chapitre si douloureux de l'histoire. C'est une étape et je dois dire que cette excuse formulée à la population des îles Samoa, je dois dire, ça n'efface pas ce qui a été fait, bien sûr, mais cela permet de combler une lacune, cela donne aussi ça permet de tourner la page un petit peu. C'est très difficile d'accepter ce qui a été fait, mais nous continuons à avancer, de tirer les enseignements et d'aller de l'avant, tout simplement. Mikey, merci. James, merci Lingui. Pour répondre à la question Mikey, voici ce que j'ai à dire. Les églises dans la région jouent un rôle fondamental. Kanuki, l'église protestante de Kanuki en Nouvelle-Calédonie, ne cesse d'œuvrer dans ce domaine. Mais à Marinui aussi, l'église protestante de Marinui est impliquée et continue de plaider et faire pression pour une réparation et pour un remboursement des coûts médicaux assumés par les personnes victimes des essais nucléaires. Les essais nucléaires se sont arrêtés qu'à la fin des années du XXe siècle. C'est dans les 5 dernières années du XXe siècle. C'est tout récent. Dans le nord du Pacifique, Marinui, c'est vraiment très, très actuel. C'est une question contemporaine. Et le type d'excuse qui est proposé n'est qu'une rhétorique politique, finalement. Elle n'est pas assortie d'une véritable volonté politique derrière et d'assumer les coûts engendrés. Et pour ces deux territoires, les Marinui et Kentucky, ce sont des territoires français. Nous parlons des difficultés liées à ces massacres, mais de l'époque et d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une oppression qui est toujours là.
Par exemple, Kaneki devrait avoir le 3e référendum pour ou contre l'indépendance l'année prochaine et le gouvernement français a voulu que ces référendums soient avancés à cette année, alors qu'on est en plein confinement dans le siège de la COVID-19. Et il y a du travail qui doit être fait par les églises et la communication, et on n'a pas pu communiquer pour ce qui est de la pleine liberté d'expression. Et à Marinouï, qui est sur la liste des territoires à décoloniser, une liste des Nations Unies. Et pourtant, le processus n'arrête pas d'être entravé, ralenti par les autorités françaises. Et la question est de savoir où est la justice. Où est la justice pour la population de Mahoney, Kanoki? Où est la justice pour toutes les personnes qui habitent au nord du Pacifique, les îles Marshall et tous les autres territoires et États de la région Pacifique? Donc, notre Conseil des Églises et les Églises membres, donc le Conseil des Églises Pacifiques, au nord, à l'est, mais aussi nord-ouest pour la question de la Papouasie occidentale. Voilà, nous sommes saisis de ces questions-là parce qu'on est témoins de ce colonialisme qui persiste dans notre région encore aujourd'hui. Merci, James. Merci à l'ensemble des experts et je donne la parole maintenant à Seth qui va peut-être avoir une série de questions à vous poser et puis peut-être certains voudront rebondir. À toi, Seth, je te rends la parole. Merci, Mikey. Merci pour les questions, pour les formidables réponses que nous avons eues. Nous allons avoir une petite pause avec une chanson des Pacifiques avant de passer à la deuxième séance de questions. Une chanson magnifique de Fidji et les paroles de ces chansons signifient ma terre, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes arrivés maintenant au deuxième cycle de questions. Nous allons approfondir un petit peu cette talanoa et je voudrais m'adresser à Danity tout d'abord. Une question concernant la guérison.
J'aimerais vous demander, Danity, comment est-ce qu'une nation peut transcender les massacres passés et avancer vers la guérison? Quels sont les enseignements que l'on peut tirer des tragédies du passé et comment peut-on s'assurer que les générations futures apprennent du passé et s'assurent bien que l'histoire ne soit pas répétée? Danity, quelle est votre réponse à ce sujet? Merci. Alors, je voudrais dire très rapidement que aux îles Marshall, nous n'avons pas vraiment fait la paix avec notre passé nucléaire. Comment pourrait-on? Parce que ce passé tragique nous est rappelé au quotidien. Tous les jours, nous voyons des personnes âgées et des personnes plus jeunes qui meurent encore de cancers causés par les radiations. Et nous avons également une base militaire américaine. Et autour de cette zone, la pêche est interdite à cause des niveaux élevés de radiation. Et nous recevons des aliments traités qui nous viennent des États-Unis et les personnes chez nous souffrent encore des effets de la radiation. Il y a des déplacements massifs, notre culture a été brisée et il y a des problèmes de santé très graves chez nous, des taux très élevés, anormalement élevés de cancer. Nos aliments sont encore empoisonnés parce qu'on a des endroits où sont stockés les déchets nucléaires dans l'île et ces décharges ont été construites par les États-Unis, des décharges de plutonium et autres qui ont été laissées là. Et tout notre écosystème se dégrade. Il y a une liste interminable et il est triste, mais ceci est notre quotidien qui est causé par notre passé nucléaire. Nous n'avons pas la capacité humaine et les moyens financiers non plus d'améliorer les choses. Nous continuons à compter sur les États-Unis pour des actions concrètes pour réparer les dégâts qu'ils ont causés. Les indemnisations, ce n'est pas suffisant. On peut les demander aux États-Unis, mais les dégâts qui ont été causés ne peuvent pas être réparés. En tant que jeune maman, moi-même, j'ai de très beaux enfants, des filles, et je suis inquiète sur leur avenir. Parfois, je me demande si ma petite famille ne devrait pas quitter les îles Marshall pour ces raisons. Les États-Unis nous ont vraiment déçus et nous remettons en question leur droit de rester sur notre terre. Voilà pourquoi moi-même et d'autres étudiants du Marshall qui sont à l'Université du Pacifique Sud et l'Université de Fidji, nous avons décidé de créer un mouvement antinucléaire qui nous permet de renforcer un climat de solidarité entre nous pour exprimer toutes ces inquiétudes et pour nous rappeler également du passé. C'est une question intergénérationnelle et c'est une menace régionale, mais aussi une menace mondiale parce qu'il y a la question du changement climatique aussi. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le stockage des déchets radioactifs présente des fuites vers les océans au cours des marées hautes.
il y a un mélange, enfin l'eau atteint les déchets toxiques et puis revient dans l'océan. Et donc, il faut que le reste du monde soit conscient de cela. Les États-Unis continuent de dire que nos îles, notre terre est sûre, qu'il n'y a pas de danger, mais nous ne le croyons pas. Et donc, les églises peuvent jouer un rôle important pour s'assurer que l'histoire ne soit pas répétée. Et il faut qu'il y ait un engagement social et politique pour faire face à toutes ces questions aujourd'hui. Tout comme beaucoup d'entre vous, moi-même, je n'ai jamais eu la possibilité d'apprendre l'histoire coloniale à l'école. Mais je dirais que c'est grâce à ces processus de conversation, de partage, que l'on peut trouver la guérison. Je dirais que je suis très fière de notre résilience parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes là et nous luttons pour la justice nucléaire. Merci. Merci, Danity. Vous avez terminé votre propos en parlant de résilience et je reprendrai ceci en m'adressant à Billy. Billy également a parlé de résilience, la résilience qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut parler de résilience, mais aussi est-ce qu'on peut répondre à la question comment peut-on permettre aux personnes de ne pas tomber dans l'amnésie, de ne pas oublier, parce qu'il est important de se rappeler. Et une autre question, comment peut-on mémoriser ces tragédies et les perpétuer? Un mémorial, un monument, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie résilience pour vous par rapport à toutes ces questions? Merci, c'est faux. Je vous prie de m'excuser, la connexion n'est pas excellente ici et parfois, donc je vais éteindre ma caméra pour améliorer la connexion audio. Merci, c'est faux, pour avoir présenté ces questions sur la résilience. Alors, je dois de nouveau féliciter l'Église pour ce travail de réconciliation tout au cours du processus que nous avons traversé ici dans notre pays. Les églises et l'Église protestante possèdent les outils pour la réconciliation et pour la guérison aussi. À la suite de ces tragédies. Concernant votre question, comment peut-on ne pas tomber dans l'amnésie et le déni? Eh bien, si je peux parler de mon expérience, l'expérience que je vous ai décrite auparavant, je dois vous dire que rien n'a été fait au niveau du pays et dans notre région. Rien n'a été fait par l'État français pour reconnaître le passé et pour nous aider à ne pas oublier pour nous aider à oublier ces événements. Rien n'a été fait et on n'en parle pas dans les écoles. Notre histoire passée de colonisation n'est pas enseignée dans les écoles à nos enfants et le devoir de mémoire n'est fait que par les victimes elles-mêmes. Chaque année, le 5 mai, nous célébrons, nous commémorons cette date justement pour ne pas oublier. Mais nous faisons cela en tant que victimes, les victimes de ces événements. Donc, comment peut-on immortaliser ces tragédies? Eh bien, je vais vous donner deux exemples pour illustrer mon propos à ce sujet. Deux façons d'immortaliser ces tragédies. D'abord,
chaque année, comme je l'ai dit, nous commémorons cet événement dans ma tribu. Ceci a lieu au cours d'une semaine entière. Les familles restent ensemble et se rappellent l'histoire, racontent l'histoire, tout ce qui s'est passé en ces temps-là. La violence que nos ancêtres, que nos aïeux ont subie. Ensuite, il y a une autre tribu, Tcheldani, un village, le village de notre leader, Jean-Marie Thibao, qui a été tué. Et là, c'est organisé différemment. Ce devoir de mémoire est organisé par le biais d'un festival de jeunesse, avec du sport, des concerts, pour justement commémorer cette date. Donc, nous avons deux exemples, deux façons différentes de commémorer ces stratégies. Dans ma tribu, c'est la première position, la première philosophie. Nous nous positionnons en tant que victimes et encore aujourd'hui, nous n'avons pas pu avancer. Nous n'avons pas pu nous éloigner de cette tragédie. Nous n'en avons pas eu la force de prendre nos distances. Et ensuite, dans le village Chidani, ils ont fait un travail sur eux-mêmes et ils ont pu avancer et ils le commémorent par un festival. Et donc, vous avez raison, un monument, ça peut être utile, mais ce n'est pas suffisant pour commémorer ces faits. Et surtout par rapport aux pays dominants. Il nous faut davantage pour accompagner les personnes. Un monument, c'est utile, mais il faut bien davantage pour accompagner, pour soutenir les personnes dans cette stratégie. En 2018, au cours de sa visite présidentielle dans notre pays et pour commémorer le 5 mai, le président de l'État français, Emmanuel Macron, au cours de son discours, a dit ceci: la France remplira son devoir par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Cette phrase nous donne une idée de la position de l'État français par rapport au processus de colonisation. Je me demande s'il s'est posé la question, s'il s'est demandé si les Kanaks rempliront leur devoir par rapport à la France. Merci encore de m'avoir écouté. Merci, Billy. J'aime bien cette dernière phrase de la France par rapport aux Kanaks. Alors, Billy, vous dites que le devoir de mémoire est très important pour les jeunes, pour qu'ils puissent se rappeler de l'histoire et la maintenir vivante. Et j'aimerais redonner la parole à Langui. Le samedi noir et le mouvement Mao, c'est très important. Ça symbolise le mouvement vers la liberté par rapport à la colonisation de la Nouvelle-Zélande. Alors, je vais vous poser la même question qu'à Billy, mais je vous demanderai de répondre à celle-ci. Les héros dans votre pays, comment s'en souvient-on avec le mouvement Mao et Samedi Noir? À vous, Maui. Merci. Pour mémorialiser ce mouvement Mao, il y a eu un séminaire sur ce samedi soir et des événements qui ont toujours lieu et on espère pouvoir vraiment s'inspirer de ce qui a été dit aujourd'hui pour accroître les activités de sensibilisation et informer tout simplement. Pour ce qui est de la question, eh bien, mon intention est de mentionner 5 éléments. À savoir comment nous pouvons mémorialiser, si je puis dire, ces événements. Et nous avons parlé de formes d'excuses qui a été reçue du gouvernement néo-zélandais pour la population samoa et cela nous permet de tourner la page
En dépit de ces événements qui nous ont marqués, cela nous donne un peu cette impression que l'on peut laisser cela derrière nous. Et c'est une reconnaissance des excuses. Voilà, deuxième élément pour pouvoir commémorer tout cela, c'est l'indépendance. Nous continuons à célébrer le 1er juin notre indépendance année après année. Ça nous permet de nous souvenir de ces années. Et ça nous permet un peu de réfléchir au chemin que nous avons parcouru et depuis notre indépendance en 1962, et nous continuons année après année à commémorer le nom de ces héros qui ont sacrifié leur vie pour le peuple samoa. Et à l'époque et pour toutes les générations qui ont suivi. Puis on se souvient des paroles de Kwame Tamasese Leolofi III. On ne veut pas la revanche, mais on veut qu'on se souvienne de ce sang qui a été versé au service de la paix pour sa population. Et un appel lancé à continuer à le faire, à continuer à avancer sur ce chemin pacifique et non pas vengeur. Il y a un bâtiment qui n'est pas l'origine, mais au village de Wamoso, il y a le bureau régional du mouvement Mao, qui est une reproduction du bâtiment de l'époque, qui est toujours là. Et nous nous souvenons ainsi également du chemin parcouru. Et ça continue à relater le récit de ce mouvement Mao, des héros tombés et ce qui a façonné l'identité et a jeté les fondations de l'origine des populations de Samoa. Et nous commémorons aussi par notre culture, notre croyance, notre cheminement, nous, les peuples héritiers de ce mouvement Mao, et nous continuons à l'honorer par notre vie, la culture, l'Église, la participation de la population samoa ici à l'étranger. Nous exprimons librement dans notre langue maternelle. Nous vivons librement grâce à nos pères qui nous ont précédés. Nous avons notre propre identité grâce à nos pères. À mon humble avis, nous devons pouvoir valoriser, comprendre et ne pas oublier ces étapes clés de nos origines qui sont des fondations de qui nous sommes. Pour les massacres qui ont lieu dans les Pacifiques, il faut en parler. Et en entendant les différents experts ce soir, je vois que nous partageons, et en ayant ce samedi noir, nous rendons grâce à la mémoire et nous honorons ceux qui ont perdu leur vie pour nous. Et puis, ces commémorations nous permettent de revenir en arrière, de nous souvenir de ce qui s'est passé, de ces événements clés, pour que nous puissions continuer à écrire notre histoire et continuer à travers le Pacifique à honorer le passé, tirer des enseignements et à nous tourner vers l'avenir. Et que nous puissions continuer à aller de l'avant en dépit de ces événements sombres de notre passé, pour que l'histoire du Pacifique soit connue aujourd'hui et à l'avenir. Sans plus attendre, Tailava, merci. Merci beaucoup. Très bien, une intervention très intéressante. Nous sommes des monuments vivants, des preuves de notre résistance, de notre identité. Et cela nous amène à notre dernière question que j'aimerais poser, James, parce que ce que j'entends, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de dollars et de compensation, bien sûr. Non. Et donc, lorsqu'on parle de réparation, j'ai aimé ce que Jack a dit. Il faut qu'il y ait plus d'efforts déployés dans les rapports humains, guérir les rapports humains. D'où ma dernière question, c'est pour vous, James. Pour ce qui est de la réparation,
qu'est-ce qu'elle sous-tend en ayant un aperçu assez vaste régional? Qu'est-ce que la réparation pour la région du Pacifique? Réponse. Merci, Sephorosa. J'aimerais revenir à ce que Danity a dit au début. Il s'agit de reconnaître les liens intimes qui existent entre les populations du Pacifique, la terre et la mer. Donc, si nous voulons guérir les rapports humains, nous ne pouvons pas y prétendre sans parler de la guérison de la terre et de l'océan. Nous sommes dans une région, comme l'a dit Danity, et on a parlé aussi avec les essais nucléaires au large de la Nouvelle-Calédonie. Rappelons que l'année prochaine ou après, le Japon a déjà déclaré qu'il laisserait tomber les essais nucléaires et qu'il allait rejeter les déchets nucléaires. Et avec les changements climatiques, cela frappe de plein fouet nos îles et on a une montée du niveau de la mer, des conditions climatiques extrêmes, une acidification des océans, les industries minières, nous avons la surpêche très très répandue, nous avons l'arrivée de l'extraction minière dans le fond des océans qui arrive bientôt et ce sera au détriment de nos océans avec des conséquences incommensurables, pas uniquement, et qui aura une incidence non pas sur nos moyens de subsistance ici dans les îles Pacifiques, pas uniquement, mais aussi avec des conséquences à l'échelle internationale sur tous les océans. Et donc ici, les Pacifiques, nous sommes au cœur de ce qui se passe aujourd'hui dans cette nouvelle guerre froide entre la France et les États-Unis, le Japon, l'Inde, la France, l'Australie. Donc, nous avons tout cela en même temps et nous essayons encore pourtant de pouvoir renouer avec ce passé récent et tout ce qui s'est passé au siècle précédent et encore précédemment. Donc, nous sommes vraiment en but à toutes ces difficultés-là. Cela ne relève pas uniquement d'une question historique, ce sont des questions actuelles, contemporaines, qui sont au cœur de la vie de nos communautés. Et comme je l'ai dit, nous sommes toujours confrontés à cette question de la décolonisation. La population de Kanuki va continuer à s'en souvenir tant qu'on est en difficulté avec cela. Le nombre d'événements Maui avec le premier essai, le dernier essai nucléaire, le nombre de personnes tuées, toutes les commémorations autour de là, le pèlerinage 2 fois par an aux Nations Unies pour demander l'indépendance, au C24 et dans d'autres commissions. Donc voilà tout ce qui a lieu. Et donc la réparation, qu'est-ce que c'est? C'est la restitution. Vous ne pouvez pas avoir de restitution si la population, la terre et l'océan sont encore sous pression et opprimés. Lorsque l'on parle de l'héritage, ce n'est pas uniquement un héritage pour nous ici au Pacifique, non, ce sont des questions qui sont pertinentes d'actualité. Nous avons la Papouasie occidentale. Ça fait plus de 60 ans maintenant qu'il y a un génocide à petit feu de la population sur place. Et il faut s'atteler à cette question aussi. Nous avons des activités de plaidoyer pour cela. Nous continuons à tirer l'attention là-dessus. Nous sommes reconnaissants pour ces espaces, ces instances où nous pouvons nous exprimer comme le COE. Et nous voulons continuer à le faire car
Il y a le pèlerinage de justice et de paix du COE et cela permet de relier les communautés et les églises à travers le monde pour avoir une meilleure compréhension des enjeux propres à nos différentes régions, les récits de nos différentes régions. Et le fait que ces événements sont toujours d'actualité, c'est crucial de le rappeler. Le partage de Jack, par exemple, le Jack sur les colonies françaises, les anciennes colonies, qui peuvent peut-être s'entraider. J'ai eu une conversation avec le secrétaire général du Conseil des Églises des Caraïbes récemment et la conférence de toutes les églises, des églises de toute l'Afrique. Et il s'agit de négocier non pas uniquement des accords de libre-échange, mais de savoir qu'est-ce que l'on fait à l'échelle régionale en matière de décolonisation pour décoloniser nos populations et comment travailler ensemble à cette fin. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Nous pouvons y arriver. Parce que ce sont des régions individuelles, des pays différents, certes, mais non, il faut unir nos forces, travailler ensemble. L'objectif est le même. Et nous avons cette question de la colonisation qui persiste, perdure, des massacres qui perdurent, persistent, dans un contexte de changement climatique qui persiste et qui perdure. Donc, nous avons des responsabilités et nous devons œuvrer ensemble sur cette question. Sephorosa, merci beaucoup d'offrir cette conclusion et de dire que la réparation, c'est restitution et restitution, ça veut dire le tout, l'ensemble. La décolonisation est nécessaire et c'est une question actuelle. Merci à l'ensemble de nos experts aujourd'hui. J'aimerais donner la parole à Mikey peut-être. Nous n'avons pas le temps de reprendre d'autres questions. Mikey. Nous avons 3 questions. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une réponse, mais même s'ils n'ont pas de réponse, nous pouvons en tout cas de juste la mentionner. Floyd d'Australie dit il aimerait en savoir un peu plus sur la Papouasie occidentale, quel est le conseil et comment le conseil des églises du Pacifique est impliqué. Et nous avons aussi une question de Billy qui a trait à la question de savoir pourquoi la France est tellement déterminée à garder l'emprise sur ces îles colonisées. Je pense que la déclaration de clôture de Billy répond partiellement à cette question. Voici les 2 questions qui nous ont été posées. À savoir pourquoi la France veut toujours garder son contrôle sur Kanuki et Maui. Même si nous n'avons pas de temps, je voulais simplement poser la question à l'oral. James, peut-être en une minute, une seule minute. James, est-ce que vous voulez répondre? Bienvenue, Rob, pour cette question. Réponse. Je pense que j'en ai un peu parlé déjà. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu, hein, des questions cruciales. Le PCC, le Conseil des églises, des peuples autochtones, des églises des peuples autochtones de Papouasie occidentale. Donc, il y a des questions d'abus des droits humains et l'impact de ces violations dans la manière dont nous déployons la vaccination contre la COVID-19, etc. Bon, Billy n'a pas pu tout expliquer, bien sûr. On a aussi l'incidence de la COVID-19 sur les colonies françaises de Kanuki et Maui Nui aussi. Rapidement, pour ce qui est de Kanuki et Maui Nui, la zone économique exclusive contribue probablement énormément au territoire maritime français. Et c'est pour ça. Ce sont des zones exclusives, maritimes exclusives qui sont importantes en matière de ressources naturelles, bien sûr, des deux territoires, Kanuki et Maui Nui.
Nous voyons aussi que dans cette stratégie Indo-Pacifique, il y a des endroits clés, stratégiques, on va dire, et c'est la raison. Mais je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps que ces personnes puissent jouir, leurs frères et sœurs, de leur liberté et puissent être sur un pied d'égalité avec la France et puis décider d'interagir avec la France de leur propre chef? Mikey, merci beaucoup. James, de finir là-dessus. Jack nous rappelle aussi de sa question sur la repentance des auteurs. Et Jack, rapidement, je me permets de répondre directement. L'amour du Christ nous mène à la repentance et le Saint-Esprit aussi, lorsque l'on parle de réparation, on ne peut dire que l'Esprit du Très-Haut puisse les inspirer à ne plus poursuivre sur cette voie et perpétuer cet héritage de destruction. J'ai tellement appris de ce qui a été dit aujourd'hui, des témoignages. Et merci à vous tous, à vous toutes pour votre présence, votre participation, vos contributions. Il y a eu tant d'informations partagées. Nous sommes ravis que vous ayez pris le temps d'être parmi nous et nous allons conclure cet échange en prière. Prions. Dieu de compassion, nous prions pour que le puissant soit doux, que la force soit apaisée et que la patience prévale. Nous voulons combattre les puissances des ténèbres et que l'amour l'emporte. Nous prions pour cette vision de l'esprit, qu'elle réussisse et pour un monde qui soit émancipé et libéré de toute violence, un nouveau monde où les puissances abusives et de peur et qui sèment la peur ne puissent plus agir et semer l'injustice ou ne plus servir l'égoïsme ou semer la souffrance chez autrui. Seigneur Dieu, nous te prions. Nous remettons notre vie au service de la paix, tous nos pensées, tous nos actes au service de la paix. Et on a cette espérance. On veut continuer à agir en intelligence au service d'un monde qui serve la paix, la justice et l'amour. Nous te prions au nom du Prince de la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous et à toutes. Merci Sephorosa et tout le monde. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Sephora.